Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Club de la presse. Actualité oblige, ce numéro se tient en marge de la commémoration du 13 décembre, une date tristement célèbre qui marque l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo. 26 ans après, la question reste posée. Comment et pourquoi a-t-il été tué? Comment il a trouvé la mort? En attendant l'aboutissement du dossier judiciaire qui suit son cours, nous allons nous intéresser à la vie de l'homme, son parcours dans le journalisme et dans le monde de l'enseignement et surtout son héritage. Et pour ce temps d'antenne, nous avons sur ce plateau Dr Cyriaque Paré. Bonjour et bienvenue. Merci. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication, fondateur du journal en ligne lefaso.net. Vous avez été stagiaire de Norbert Zongo et plus tard son collaborateur. Merci une fois de plus. Merci. Nous avons sur ce plateau avec nous Tempousga Kaboré. Il est caricaturiste, bien connu sous le nom de Plume Tempous. Bonjour et bienvenue. Alors, je rappelle que vous avez travaillé au journal L'Indépendant de Norbert Zongo. Merci pour la disponibilité. Notre troisième invité se nomme Clément Roger Yamego. Il est démographe et économiste, proche de Norbert Zongo. Il a été également son élève. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Pour ceux qui nous prennent en marge et surtout ceux qui nous écoutent à la radio, je suis Adams Khaled Ouedraogo. Bienvenue à cette émission qui est réalisée par le Centre national de presse Norbert Zongo en collaboration avec ses radios partenaires. Nous restons avec vous, M. Yamego. Dites-nous comment vous avez connu Norbert Zongo et quels étaient vos rapports. D'accord, je vous remercie beaucoup. En réalité, on s'est connus dans les années 1967, 1968 et plus. Alors je l'ai connu en fait sous deux facettes. Au moment où il n'était pas célèbre, il était l'instituteur normal. Et je l'ai connu aussi au moment où il a grimpé en notoriété, en célébrité en tant que journaliste. Pour la première période, je me souviens très bien que nous, on était à l'école primaire à Kourgou, à l'école centre B précisément, et le Norbert était élève maître au cours normal. Et pour ceux qui connaissent le cours normal, c'est en fait le lycée provincial maintenant de Kourgou. Alors donc, le Norbert, il faisait 2 années de formation et il passait à l'école centre pour le stage. Alors donc, c'est en cette période que on l'a fréquenté, on était petit, on le voyait. Il venait naturellement faire ses cours, nous enseigner. Et à l'époque déjà, ça se dessinait parce que les enseignants, les élèves maîtres passaient de classe en classe selon une certaine période en rotation. C'est-à-dire qu'ils finissaient les CP1, les CP2, ils faisaient toutes les classes, mais en rotation. Et dans les années 60, à notre époque, le fouet était toléré, le bâton, les règles en fer. Bon, il y a tout un ensemble d'instruments que les enseignants ne manquaient pas d'utiliser pour stimuler les gens, pour que les enfants étudient. Et même les élèves maîtres, l'utilisaient quand même, certains l'utilisaient, le fouet pour tester les enfants. On a remarqué à l'époque que M. Zongo ne frappait pas. Et quand les élèves maîtres finissaient une classe et devaient passer à l'autre classe, même petit, les enfants leur rapportaient comment ça se passait. M. Zongo, lui, il ne tapait pas les enfants, il était calme, il expliquait comme ça, il n'était pas sévère. Alors donc on voyait déjà, il se distinguait un peu des autres. Et à l'époque aussi, c'était des normaliens naturellement à l'époque. Et à Kourgou, tous les dimanches, ils partaient à la messe. Ils avaient des costumes bien habillés, des cravates, des souliers, avec les Bibles, les missels, tous les livres de la chorale. On leur donnait ça. Et quand ils partaient à la messe le dimanche, ils retournaient, ils s'arrêtaient dans la famille Zongo. Chez sa tante maternelle, on était à côté, on les enviait. C'était vraiment des personnages tout à fait qu'on aimait bien, on aimerait bien être dans leur peau. Du point de vue sport, tous les soirs, ils partaient faire le volleyball, sport de main ou basket, surtout volleyball, ils faisaient. Mais dans la journée, c'est pas la chasse, c'était la pêche qu'ils aimaient faire.
Il partait au marigot, mais en réalité, ce n'était même pas pour pêcher, c'était pour lire. Il partait avec beaucoup de livres. Bon, avec 4 ou 5 livres. Bon, donc, il se réfugiait au bord du marigot. Et puis, il lisait beaucoup et vite. Et puis, il prenait des notes. Il était plus cultivé que nous. On ne parle même pas de culture. Nous, il était très, très cultivé. Norbert Zongo avait plusieurs cordes à son arc. On peut dire qu'il avait plusieurs vies, vous l'avez dit. Avant le journalisme, il était dans l'enseignement. Vous avez parlé un peu de justement ses rapports avec les élèves. Pour justement retenir Norbert l'enseignant, quel était son tempérament, quel était justement, qu'est-ce qui le distinguait justement des autres enseignants? Bon, il était très calme et il se disait que tout le monde peut apprendre. C'est-à-dire tout le monde n'a pas le même... Tout le monde ne comprend pas vite. Vous voyez? Même l'élève qui n'a pas compris vite, lui, il pouvait l'amener à comprendre. Il était patient. Vous voyez comment il faisait? Il dit non, même ceux qui ne comprennent pas vite là, c'est la manière d'expliquer qui fait qu'il ne comprend pas vite. Lui, il se remettait en cause. C'est parce que lui, peut-être qu'il n'a pas bien transmis que l'élève, que sinon c'est pas difficile. C'est comme ça qu'il fonctionnait. Donc il prenait son temps pour amener les gens à être à un niveau. Vous voyez, c'est comme ça qu'il fonctionnait. Alors, c'est vrai, quand on préparait l'émission avec ce qu'on a pu lire sur Norbert Zongo, alors on se rend compte que c'est dès son tendre enfance, en tout cas qu'il rêvait d'être journaliste. Est-ce qu'à cette époque où il était enseignant, vous sentez qu'il avait des prédispositions pour être dans le journalisme et avoir la belle carrière qu'il a eue? À l'époque, quand j'étais un sérieux, on était incapable d'apprécier un journaliste. C'est pas ça. Mais c'est après que j'ai compris avec d'autres personnes que quand il était déjà au cours normal, son oncle qui était en Côte d'Ivoire lui avait envoyé une radio. Et avec cette radio, lui, il écoutait les émissions de la BBC et de la Voix de l'Amérique. C'est la BBC et la Voix de l'Amérique qui diffusaient des émissions sur l'Afrique. Alors, comme tout le monde n'avait pas de radio, la radio était rare, lui, il écoutait la radio très tôt, il recopiait les principales nouvelles et il affichait sur un tableau ou un arbre pour que les autres puissent s'informer de ce qui s'est passé, ce qui se passe dans le monde. Donc, cette curiosité journalistique, il avait très tôt. Mais je ne peux pas être témoin de ça, mais les gens me l'ont raconté qu'il était déjà prédisposé, il s'informait. Cette curiosité-là était en lui. Alors, docteur Sierra Paris, c'est vrai qu'on a parlé un peu de Norbert l'enseignant, on a parlé un peu de la transmission du savoir. Et oui, sur ce chapitre-là, on peut dire qu'il a été également votre enseignant. Absolument. Il a été votre maître de stage. Voilà. Parlez-nous un peu de vos rapports et comment il était justement pendant cette période où vous avez été sous son aile. Donc moi, je suis sorti du CFPI, le Centre de formation professionnelle de l'information, qui est devenu aujourd'hui ISTIC. Donc en août 1991, j'ai été affecté à Sidoya. J'avais choisi la presse écrite, donc j'ai été naturellement affecté à Sidoya. Et arrivé à Sidoya, on m'a affecté Norbert comme mon maître de stage, comme ça se fait généralement dans les rédactions. Quand vous arrivez, vos premiers pas de journalistes sont guidés par un maître de stage qu'on vous affecte. C'est comme ça que j'ai été en contact avec lui, que j'ai fait mes premiers articles. Le tout premier, je m'en souviens toujours, ce n'était pas une ouverture clôture. Ça, c'était déjà remarquable. C'était un reportage que nous avons fait à la maternité Pokbi, où justement travaillait la femme de Germaine Nama, son amie que je connais à l'occasion. Je crois qu'on avait à l'époque déménagé la maternité de Yargado et on avait aménagé les services à Pokbi et ça créait de petits soucis. Et on était allé voir qu'est-ce qui se passait à l'époque où ça a été l'objet de mon premier article en septembre. C'est comme ça que j'ai connu Norbert, donc il a guidé mes premiers pas de journaliste à Sidoya. Et puis, quand il a commencé à travailler à la clé, après avoir quitté le journal du jeudi, il m'a demandé de collaborer avec lui, de lui faire quelques articles. J'ai fait des interviews, des reportages, quelques articles pour lui dans la clé. Mais j'avais aussi plus ou moins travaillé avec lui en dehors de Sidoya au journal du jeudi, parce que j'ai été correcteur au journal du jeudi quand lui, il était chroniqueur. Voilà, peut-être qu'on y arrivera. La signature Henri Sebou en tant que tel est né dans Gigi, dans le journal du jeudi. Je pourrais vous raconter comment ça s'est passé. Et moi, j'ai été correcteur à Gigi
quand Norbert est parti de Gigi en janvier 92, je crois que d'abord c'est Ferdinand Dabiré qui était à Sidoye qui l'a remplacé. Et ensuite, on m'a demandé d'animer la rubrique politique du journal du jeudi, ce que j'avais fait. Et j'ai aussi travaillé donc un peu avec lui à la clé. Mais il faut dire que la collaboration même à Sidoye n'a pas vraiment duré, puisque vous connaissez l'histoire de Norbert. Il a été obligé de démissionner de la fonction publique quand les autorités qui n'acceptaient pas les critiques qu'il faisait dans ses articles dans les médias privés ont voulu plus ou moins le faire taire. On l'a affecté à Banfora, il n'a pas voulu y aller et puis on a résilié le contrat qu'il avait avec la fonction publique. Donc, moi, je crois qu'il a dû rester 1 an et quelques à Sidoya en ma présence. Mais je suis resté en contact avec lui à travers donc, ses collaborations épisodiques et puis dans des relations confraternelles pendant longtemps. Alors, difficile de parler du journalisme au Burkina Faso sans citer Norbert Zongo, de par son parcours, de par son vécu, et également par justement le drame par lequel il a été arraché à notre affection. Oui. Mais déjà, quelles ont été les premières grandes réussites journalistiques de Norbert Zongo, vous qui l'avez côtoyé de très près? Qu'est-ce qui faisait de lui ce journaliste exceptionnel? Qu'est-ce qui faisait la différence avec les autres, notamment avec sa plume? C'est justement sa plume, c'est son style. Et derrière son style, il y a la grande culture. Norbert était un homme de très, très grande culture. Il maîtrisait l'écriture. Il avait une culture générale, j'allais dire éléphantesque. Quand vous le lisez, rien que les citations que vous retrouvez, les références historiques, etc., vous démontrent clairement que c'est un homme de très, très grande culture. Et tout à l'heure, ce que Clément disait, à savoir qu'il aimait lire et il aimait aller au bord du marigot avec les livres, ça se ressent dans sa façon d'écrire. Donc, c'est cette maîtrise de la technique de rédaction qui est extraordinaire. Et c'est aussi l'investigation. Vous verrez, il y a plusieurs travaux d'investigation qu'il faisait. Quand vous lisez, que ce soit le journal du jeudi, que ce soit la clé, et enfin l'Indépendant, les 3 journaux privés où Norbert a beaucoup travaillé, vous verrez, ce qui approche déjà, c'est son style. D'accord? Norbert peut partir d'un petit fait, développer, analyser, vous faire découvrir le monde sous un jour auquel vous n'avez pas pensé. Mais juste à travers sa force d'analyse. Et puis aussi, il y avait l'investigation. Il faisait beaucoup d'investigations à travers notamment l'immersion. Il partait sur le terrain, il faisait de l'immersion dans les milieux où il cherchait des informations. Je crois que c'est en cela qu'il a été un modèle et un maître en matière de journalisme d'investigation. Si les gens s'arrachaient le journal du jeudi, après ils s'arrachaient la clé, après ils s'arrachaient l'Indépendant. Tout ça, c'est à travers la force d'écriture de Norbert et puis à travers ses enquêtes, les grands dossiers qu'il a traités. Quand vous replongez dans ces journaux-là, vous verrez que ce soit l'affaire David Lukambo qui a été fatal, que ce soit l'affaire de Locnasser, Justin, des élèves de Carambo, etc. Le riz, le maïs à la toxinée de la Sonagio qui à une certaine époque a fait la une des journaux, que ce soit le riz du CGP qui peut-être sentait le parfum dans le sac et pas dans l'emballage. Mais tout ça, ce sont des affaires que Norbert a développées avec parfois force de détail, force fait, j'allais dire, sa renommée au plan professionnel. Moi, je me suis replongé dans sa production journalistique pour faire un ouvrage que je suis en train de terminer. Et ça m'a effectivement permis de redécouvrir l'immensité de son talent de journaliste et aussi sa force de travail. Parce que les faits étaient pratiquement sacrés chez lui. Et puis, il y avait cette force d'investigation qui lui permettait d'aller au fond des affaires et puis de ressortir des informations qui étaient indiscutables. Voilà, il y a des anecdotes. J'en ai lu à travers des livres, par exemple, celui de
Max Allo. Comme ça, une anecdote où, lors d'une conférence, il semble qu'il y a un DG de la Donavie qui a dit que c'est vous Norbert, c'est vous qui racontez des inepties dans votre journal. Et puis Norbert n'a rien dit, il est quelques jours parti le voir, il dit c'est pas vous qui avez fait tel chèque, tel numéro de tel montant pour acheter une voiture à telle dame, la dame n'a pas accepté la voiture parce que ce n'était pas de son goût, après vous avez changé pour acheter une autre voiture. Le DG était obligé de reconnaître qu'il lui a envoyé un chèque plus ou moins pour acheter son silence, mais Norbert a renvoyé le chèque en disant non, comme il ne veut pas être ineptie, donc il n'a qu'à garder son... Il ne peut pas raconter d'autres inepties, il n'a qu'à raconter il n'a qu'à garder son chèque. Ou alors il y avait un policier qui raquettait les gens, j'ai vu cette histoire aussi, vers Yako, je crois, qui raquettait des voyageurs. Norbert s'est déguisé, il s'est fait passer pour un banal voyageur pour piéger le policier en question. Mais quand j'étais à Citoyen, on nous racontait qu'il avait voulu aussi enquêter sur le milieu de la drogue. Je crois que là, ça ne lui a pas vraiment réussi parce que je ne sais pas si c'était en Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est lui qu'on a drogué, qu'on l'a pris à aller jeter au bord de la mer, il s'est réveillé, il est rentré sur lui. Mais il avait cette capacité d'immersion comme Gunther Valvra, que vous tête de truc, si vous avez lu l'enquêteur allemand, là, vous voyez un peu les techniques d'immersion d'enquête journalistique qu'il pratique. D'accord. Alors, M. Kaboré, vous ne pas dire M. Tempous, en tout cas, c'est sous ce nom-là que vous êtes bien connu dans le milieu des médias, le milieu de la presse. Alors, Norbert Zongo a été votre patron. Oui. Dites-nous, comment était-ce de travailler à côté de l'homme? Est-ce que c'était un homme facile à vivre? Bon, dans les années 90, on s'est rencontrés à Citoyen, là où il était journaliste. Mais moi, j'ai fait ma formation en Côte d'Ivoire comme caricaturiste. Voilà, le dessin de presse. Bon, donc je suis arrivé à Citoyen. J'ai voulu imiter le monsieur de Bissou. Un certain Burkinabé. Parce qu'on a vu une conférence qu'il est venu dire qu'il est de Kaya. D'accord. Mais sa maman est baoulée. Voilà. Bon, donc j'avais fait un sourire du jour à Citoyen. Le matin, j'arrive, tout le monde est en train de lire. On dit qui appelle ce dessin, les gens sont en train de lire. Et effectivement, le prix de l'essence était à 150 francs. Je ne sais pas si ça nous dit tout bien quoi. Bon, maintenant, il y avait une station, 15 jeune homme maintenant de servir une petite voiture. Bon, donc, il y avait une go qui passait là. Comme on le dit, une go. Donc, quand le gars a vu les bagages du go, il a fixé ça et puis il notait même la station. Ça s'est rempli même le gars, mais il était là en train de regarder la fille. Donc, c'est cette image a fait que tout le monde, le prix de l'essence était tellement monté que vraiment, quand quelqu'un est en train de verser l'essence comme ça a pris tout le monde pour le jour. Donc, et Norbert m'a rencontré. Il m'a dit que ça va. J'ai dit, oui, ça va. Bon, il dit, est-ce qu'on peut travailler ensemble? J'ai dit, oui, je suis venu de la Côte d'Ivoire, je cherche du travail. Bon, il m'a dit qu'on va aller à la clé. Lui, c'est vrai, il a vu mon style, c'est très bon. Mais on ne peut pas dessiner des choses comme ça, ce n'est pas trop insensé quoi, chez lui. Comme des éléphants qui traversent la route ou dans les pommes, mais on va faire des vrais dessins. Effectivement, il m'a envoyé à la clé. Mon premier dessin, c'était le président du FASO à l'époque, comment on appelle, Blaise Compaoré, qui est en train de souffler sur, je ne sais pas si c'est un corps ou bien quoi là, c'est un instrument. Voilà, qui est en train de souffler, qui dit rassemblement, c'est tout. Et quand j'ai fait le dessin, lui, il a dit que c'était formidable. Donc on peut cheminer ensemble. Bon. À ma grande surprise, un jour, je pars à la rédaction. Parce qu'il y a des conseils de rédaction avant le journal. Je ne retrouvais plus Norbert. Et je demande à Norbert, personne ne me dit les mots. Je demande à la secrétaire où est Norbert, elle ne parlait pas. Donc maintenant, quand on partait à la maison, qu'elle m'a dit que Norbert est parti de ce journal. Bon, moi aussi, j'étais dépaysé parce que ça ne va plus. Si quand il y a un travail aujourd'hui, on te dit ça ne va plus. Donc je suis arrivé à la maison, j'ai pris
une petite radio là que j'avais. Je sillonnais comment les choses. À la cité en 3, je rencontre Norbert. Il me dit que bon, qu'on va faire un journal, mais on va lancer le journal qui s'appelle Indépendant. Mais moi, je suis un peu surpris. Les gars sont en indépendance depuis 60 ans, c'est maintenant nouveau. Donc, c'était l'indépendant. Effectivement, le 3 mai 83, voilà, voilà, le 83. 93, voilà. On a lancé le journal. C'est parti comme ça. D'accord, c'est vrai que vous avez expliqué un peu dans quelles circonstances vous avez rencontré Norbert Zongo et comment vous avez commencé à collaborer. Mais comment c'était de travailler à côté de Norbert Zongo? Est-ce que c'était un homme facile à vivre? Parce que quand on regarde ses écrits, on sent de la rigueur. Est-ce que cela se ressentait aussi dans sa façon de travailler? Bon, Norbert était quand même un homme parfait. Bon, quand tu travailles aujourd'hui, tu ne sens pas que tu travailles même. Ouais, mais quand il veut que tu fais un bon travail, ça, il est d'accord avec. Mais quand tu fais un travail qui est papier, bien quoi, tu viens à quelque chose. Mais chaque fois, j'ai eu la chance que chaque fois, il disait qu'on s'entendait comme deux larrons à fois. Quand il m'explique le scénario, c'est lui qui me donnait tout le scénario. Voilà. Heureusement que moi aussi, je connaissais mon patron, comme le capitaine Blaise, comme je le connaissais comme... Même quand j'étais dehors, je peux faire sa caricature. Il me dit chaque fois, chaque mardi, on va la chercher. Donc, vraiment, j'ai réussi ça. D'accord. Alors, docteur Paré, justement, parlant de l'homme, vous qui avez été à ses côtés, qui avez appris à ses côtés, comment il était, justement? Est-ce que c'était un homme facile à vivre? Totalement. C'est-à-dire, autant il était rigoureux dans le travail de journaliste, mais il était très humain. En dehors, il était très humain. J'allais dire que ce que Clément a dit tout à l'heure, à savoir l'instituteur qui ne frappait pas les élèves, qui essayait toujours de leur faire comprendre dans la douceur. Qui était très patient. Voilà, qui était très patient. C'est un peu ce qu'on retrouvait en lui dans le professionnel. Ce côté très humain, tout le temps en train de plaisanter. Il avait toujours plein d'histoires à raconter. Moi, je me rappelle la rédaction de Sidoya où on était, quand tu rentrais à droite, Norbert était assis là-bas, moi j'étais vers la gauche. Il a tout le temps des histoires drôles à raconter pour animer la rédaction. Ce côté humain, en tout cas, est extraordinaire chez lui. Mais je crois que c'est quelque chose de caractéristique. Il était très, très humain dans ses rapports avec les gens. Voilà, il ne se prenait pas la tête, comme si on peut dire. Il est très humain, très humble, très rigoureux, certes, mais très humain. Il prenait, en tout cas, on avait l'impression qu'il prenait la vie du bon côté, de la façon la plus simple possible. Sur le plan humain, c'est ce que je retiens de lui. D'accord. Oui. Alors, c'est vrai, M. Yambego, vous l'avez dit tantôt, Norbert Zongo aimait la lecture. Oui. Il le faisait également quand il partait à la pêche. C'est vrai qu'il a également une passion pour la chasse, notamment avec le ranch qu'il avait. Est-ce qu'on peut parler un peu de Norbert avec cet aspect-là, cette passion pour les animaux, pour la pêche, tout cela? Oui, on peut en parler de ce que je sais. Bon, donc, il était à Barsalgo dans les années 70. Et il y a eu la grande sécheresse, 71, 71, 72, 73. Il y a eu une grande sécheresse au Sahel là-bas. Et Norbert a été touché par le fait que les animaux mouraient parce qu'il n'y avait pas à manger. Bon, les gens, ils disaient que quelqu'un pouvait brader son bœuf à 1500 francs. C'était très difficile. Alors, donc, comment sauver les animaux? C'était la grande question. Donc, c'était un climat qui, je pense qu'il le dérangeait un peu. Et il a eu un ami américain qui était à Barsalgo. Il était au corps de la paix, à Barsalgo. Et il venait à la maison, je l'ai connu. Et quand l'Américain partait, il lui a vendu une carabine avec viseur à 35 000 francs. Une carabine vraiment de haute précision.
avec viseur, que là, tu ne rates pas. Vraiment, c'est effectivement, si tu veux viser l'œil de l'animal, tu le vises, tu veux son oreille, la partie que tu veux, tu l'enfonces. Alors, Norbert avait cet appareil-là, et il disait que on ne pouvait pas faire la chasse là-bas parce qu'il n'y a pas d'animaux. Et il souffrait parce que les animaux souffraient. Alors, je ne sais pas comment il s'est arrangé, il s'est fait affecter à Pau, où il y avait la végétation, et il y avait les animaux. Bon, la chasse était, c'est pas comme maintenant. Il s'est entraîné à la chasse, il a aimé la chasse. Et l'idée de créer un ranch est née de son séjour à Pau. Ça, je pense à ça. Et puis aussi, bon, comme il fréquentait les militaires, il y avait le camp de Pau qui était là, il fréquentait les militaires et tout. Ils faisaient des exercices de tir ensemble. Bon, donc, et puis il était à droite, c'est un excellent tireur. Il visait de la gauche, il était très bien aussi dans ce sens-là. L'idée de créer un ranch, le trottinet, et surtout quand on l'a rayé de la fonction publique, on l'a chassé de la fonction publique en 92, il avait le temps maintenant de se consacrer tout le temps à son ranch. C'était quelques jours à Ouagadougou pour écrire son journal. Il avait le temps maintenant de se consacrer exclusivement à son ranch, parce que c'était son gagne-pain. Et puis il disait que à l'époque là, le système était tel que tout ce qui était chasse, faune, était géré par des Européens. C'était les Européens qui avaient, pas un monopole, hein, beaucoup, avaient des zones de chasse. Les Africains, soit ils ne s'y intéressaient pas, ou bien ils ne connaissaient pas l'intérêt des zones de chasse. Et Norbert est venu rentrer dans la zone de chasse là, et il a travaillé beaucoup avec le ministère de l'Environnement pour recréer l'environnement juridique, bon, les conditions de concession. Il a beaucoup travaillé avec le ministère pour que les nationaux puissent s'intéresser à la chasse. Est-ce que vous voyez? Il a beaucoup fait dans ce domaine-là quand même. Il a beaucoup travaillé pour donner un environnement légal à la chasse en disant, en invitant les Burkinabés qui s'intéressaient de venir s'intéresser parce que c'est un sport et il y a de l'argent à prendre. C'est ce qu'il disait. C'est un sport où il y a de l'argent à prendre. Il n'y a pas de raison qu'on donne ça aux étrangers et puis eux, ils sont là. Ils n'ont pas... c'est ce côté patriotique, nationaliste qui est ressorti dans son expérience de chasseur. Sinon, ce n'était pas pour autre chose. Hein? D'accord. Alors, quand on écoute ceux qui ont connu Norbert Zongo et qui l'ont surtout fréquenté, on parle d'un homme de principe, un homme qui a à cheval sur les valeurs. Tantôt, Dr Syria parlait de Norbert Zongo qui a refusé un chèque. Alors, parlez-nous un peu de cette facette de l'homme. Est-ce que vous avez justement des anecdotes qui montraient un peu ce côté de Norbert Zongo? Oui, c'est quelqu'un qui était assis sur les principes. Son problème, c'est qu'on peut gagner de l'argent honnêtement. Donc, ce n'est pas la peine de se faire corrompre, ce n'est pas la peine. Non, on peut gagner de l'argent honnêtement en travaillant. C'était la vision de Norbert Zongo. C'est la vision de Norbert Zongo. Et vous voyez, dans l'indépendance du temps de Norbert Zongo, il n'y avait pas de publicité. Non. Et cette ligne-là, il a copié un peu du Canard enchaîné. Le Canard enchaîné en France, c'est un journal satirique qui critiquait, qui prisait, qui piquait dans les plaies, mais il n'y avait pas de publicité. C'était leur ligne de principe. Et j'étais un jour dans son bureau, il y a un directeur de société qui l'a appelé, qui lui disait qu'il voulait une page à 500 000 francs. À l'époque, 500 000 francs pour une page, c'était beaucoup. Norbert a dit non, qu'il ne fait pas de publicité. Ou bien ce n'est pas beaucoup, il peut aller à 750 000. Norbert dit non, que son principe là, c'est qu'il ne veut pas de publicité. Et puis il aimait dire que lui, il est le fondateur du journal, mais un journal appartient à ses lecteurs. Un journal n'appartient pas à celui qui l'a créé. Ce sont les lecteurs qui font le journal. Lui, il ne veut pas de publicité, donc il peut aller ailleurs. Il y a les assurances le courtisaient, puisque les gens savaient que le journal était chose. Les assurances le courtisaient, les banques le courtisaient, les sociétés d'État. Il dit non, lui, il ne fait pas de publicité. La publicité est ailleurs. Allez-y ailleurs, lui, il ne fait pas de publicité. Et de son vivant, il n'a pas fait de publicité dans le journal jusqu'à terminer sa carrière. Donc vraiment, il était sur les valeurs de justice,
surtout des droits humains, il disait que la vie humaine est sacrée, donc il n'appartient pas à quelqu'un de retirer la vie humaine à quelqu'un d'autre, c'est pas toi qui lui as donné. Là, il croyait à un certain nombre de valeurs philosophiques, sociétales, de justice, d'anticorruption. Là, il était à cheval sur ça. Sur les droits humains, il était vraiment très, très chose. Et puis, il voulait aussi... son problème, c'était d'améliorer les mœurs politiques. Il ne faut pas que par la politique, on prenne la politique pour brimer les gens. Non, la politique, c'est un service public. Vous voyez, il faut être un serviteur de l'État, serviteur de la nation, et non prendre ça pour se brimer, pour se remplir les poches. Non, il n'était pas pour ça. Non, il militait pour une certaine conduite, une certaine éthique de la politique. C'est ce que je pouvais dire. D'accord. Alors, M. Kaboré, c'est vrai qu'on a parlé un peu de Norbert Zongo hors plume, qui il était, l'humain. Alors, au niveau du travail, vous l'avez dit, c'était un acharné, quelqu'un qui n'avait pas peur d'aller au charbon. Alors, est-ce que vous avez peut-être des anecdotes qui montrent un peu ce dévouement-là de l'homme pour le travail bien fait, pour la passion qu'il avait pour le journalisme? Il écrit très vite aussi. Bon, seulement, comme ce que le monsieur vous a raconté, il parle seulement des droits de l'homme. Parce que même son écrit sur le chauffeur de François, qui a été fatal, voilà. Bon, il n'était pas son frère, ni rien. Voilà. Mais il est mort à cause. Voilà. Donc, il s'est même suscité son védi. Mais c'est à cause des droits de l'homme. Et ça, jusqu'à présent, c'est resté même sans justice. Et nous tous, ça nous brûle, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ceci, on est petit. Et puis tu es grand, comme le grand, comment on l'appelle, mais on peut rien. Même il avait même suspendu même le show. Ils avaient mis ça en quoi là, comment on appelle ça? Le procès. Voilà. Sauf le peuple, ils ont dit non, que ça a remonté, tout ça. Mais j'espère que ça serait tôt ou tard. D'accord. Alors, cela fait plus d'un quart de siècle que Norbert Zongo a été assassiné. Comme je l'ai dit à l'introduction, le dossier judiciaire suit son cours. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'impact de l'homme, notamment dans le journalisme d'investigation, M. Sirac Paré? Qu'est-ce qu'il a laissé comme héritage à ce niveau-là? C'est, j'allais dire, la noblesse de ce genre journalistique, voilà, qui permet d'aller au-delà des faits, de révéler des situations compromettantes, des situations attentatoires à l'intérêt public ou de violation des droits de l'homme. Ça lui était très cher. Je crois que je vais insister avec Clément et Tempour sur le fait que Norbert était foncièrement contre l'injustice, d'où qu'elle vienne et quelle que soit la victime. Et ça, on le sentait. Si vous relisez ces articles, vous le sentez pratiquement à chaque article. Il était contre l'injustice. Voilà, il était contre le fait que les puissants puissent écraser les faibles. Alors, je crois que c'était des principes qui le guidaient dans sa vie. Voilà, pour la défense des faibles, des sans-voix, de la veuve et de l'orphelin. C'était véritablement le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Donc, c'est un peu ça qu'on attend d'un journaliste qui défende le bien, le juste, l'intérêt général. Je crois que ce sont ces principes-là qui le guidaient, qui l'ont guidé toute sa vie jusqu'à aller se sacrifier, comme Tempour dit, pour quelqu'un qui n'était pas son frère, et puis voilà, pour lequel il n'était pas obligé, même peut-être d'aller à l'encontre des recommandations de sa maman, puisque si vous connaissez son histoire, Tempête sous un crâne, il raconte comment sa maman est venue le voir pour lui dire il faut laisser tomber cette affaire, il faut arrêter d'écrire parce qu'on veut te tuer. Il aurait effectivement pu arrêter d'écrire et avoir la paix. Mais c'était quelque chose qui était plus fort que lui. C'était Clément, peut-être qu'il viendra dessus, me disait une fois qu'il y avait quelque chose de mystique dans Norbert Zongo, comme peut-être même de christique, si on peut dire, qui faisait qu'il n'était pas un homme comme les autres. Je crois qu'en tout cas, il avait une vision de l'homme, du bien, du juste, qui était très fort, au point qu'il était prêt à se battre. Et quand on lit le journalisme d'investigation, et même le journalisme de façon simple, c'est la défense de l'intérêt général. C'est ça qui guide le journalisme. La principale motivation
la devise, voilà, c'est la défense de l'intérêt général, du bien, du juste. Et c'est pour ça que lui, il s'est défendu, j'allais dire, toute sa vie, et qu'il a laissé en héritage. Ceux qui aujourd'hui font du journalisme d'investigation, se revendiquent de lui, ce sont des gens aussi qui essaient de défendre, de mettre sur la place publique des cas de prédation des affaires publiques ou de violation des droits de l'homme et autres. Je crois que ça, c'est essentiel. Ce n'est pas rien comme héritage laissé à la presse. Vous lisez les productions de Norbert, les rares cas où Norbert faisait, j'allais dire, de l'ouverture-clôture, c'était les activités des syndicats ou des mouvements de droits de l'homme. C'est les rares cas où vraiment il faisait des comptes rendus, etc. Sinon, généralement, c'était les analyses politiques et aussi le fait qu'il se méfiait un peu des puissances, si on peut dire. Peut-être Norbert, moi je l'ai appris par la suite, a connu Sankara quand il était à Pau, justement. Voilà. Il aurait pu, peut-être comme certains, profiter de cette proximité, accéder à des postes, mais il n'en a pas voulu. Il a voulu rester dans son rôle de vigile, de veilleur, d'alerte, pour dénoncer ce qui n'allait pas, pour conseiller les puissants. Peut-être que Clément ou Tempus peuvent revenir sur ces aspects de Norbert qui, à mon avis, illustrent j'allais dire la haute idée qu'il avait de son rôle de journaliste, qui est là pour défendre le bien public. D'accord. Alors, M. Yamoyo, c'est vrai, vous l'avez dit, Norbert Zongo, au départ, pour vous, c'était un modèle, de par justement le rôle qu'il incarnait en tant qu'enseignant. Ensuite, il a été votre ami. Aujourd'hui, comment Norbert Zongo a influencé votre carrière professionnelle, et également votre vie de tous les jours? Comme vous l'avez dit, il était un modèle pour vous. Comment il a impacté votre vie en termes de... Je pense que j'ai hérité un peu de lui quand même, hein, en termes de conseils, en termes de... Je prends une anecdote. J'étais l'un des premiers, le premier d'ailleurs, à créer une société de sondage au Burkina. Alors quand je suis arrivé de Paris, j'ai acheté tout le matériel pour les sondages. J'ai rencontré des amis qui étaient à l'université et qui m'ont dit, eux aussi, ils ont une idée pour créer les sondages. Donc on met nos efforts ensemble pour travailler. Alors donc j'ai adhéré à leur idée et puis on a commencé à travailler. Et Sidoya nous a donné un interview. Alors j'étais à l'interview de Sidoya avec mes amis de l'université. Il a piloté l'interview et quand on a fini, il m'a tiré à l'écart pour me dire, mais ça c'est quelle histoire ça? J'ai dit quoi? Que je croyais que tu avais fait ton affaire seul, maintenant tu mets tout le monde dedans. J'ai dit non, on est des amis de longue date, on est des copains, on a la même idée, on a le même projet. Il dit non, tu vas échouer. Tu peux pas travailler avec ces gens-là, c'est pas possible. Tu peux pas travailler avec les fonctionnaires, c'est pas possible, tu vas échouer. Effectivement, bon, on a échoué, pour une autre raison, on a échoué. Et puis, j'ai créé ma société et puis je travaille. Sinon, il nous a toujours dit que, il m'a toujours répété plusieurs fois que celui qui veut une couverture en peau ne chasse pas les oiseaux. C'est sa ligne de conduite. Il n'y a rien de facile, mais on peut arriver. Donc, si vous faites les choses facilement, là, ça va s'évaporer facilement. Celui qui veut une couverture en peau ne chasse pas les oiseaux. Les oiseaux ne peuvent pas donner une couverture. Les plumes là vont aller vite. Et puis, donc, il y a l'adversité, il faut s'armer, il faut se battre, il faut croire, il faut avoir des objectifs. C'est comme ça qu'il fonctionnait. Rien ne se gagne cadeau. Il faut toujours persévérer, échouer, persévérer. Je pense que j'ai gardé de lui cette endurance, cette carapace. Donc, bon, je résiste à beaucoup de choses, hein, je pense. Alors, Tempus, c'est vrai qu'on parle de l'héritage de Norbert Zongo, mais quand on regarde aujourd'hui le paysage médiatique au Burkina Faso, malheureusement, son journal n'a pas survécu. En tout cas, on dira que le journal n'a pas survécu à son fondateur. Est-ce que quelque part, vous n'avez pas un pincement au cœur? Parce que le plus bel hommage qu'on puisse rendre à Norbert Zongo,
c'était de pouvoir garder en vie, je dirais, son journal. Oui, vraiment, nous sommes tellement choqués qu'on ne peut même pas en parler. Parce que on avait voulu même qu'il forme même des journalistes. Mais Norbert n'a jamais eu cette idée. Bon, même aujourd'hui, sa biographie même, personne n'a écrit. Voilà, ça nous étonne. Même quand les gens viennent d'ailleurs, ils demandent sa biographie pour voir les choses. Donc on attend son mari, Norbert a été assassiné. Voilà, tout ça, ça nous a tous marqués. Mais seulement, il faut dire qu'il y avait la peur. Même Norbert, quand il était là, il y a des journalistes que Norbert n'aimait pas les voir. Parce qu'ils sont étatiques. Et souvent même, il y a deux journalistes qui sont même venus nous voir Norbert, mais bon, dans notre équipe. Il a dit que je ne veux plus vous voir ici, parce que vous allez écrire sur les droits de l'homme, ils vont croire que c'est lui. Mais lui, il n'est pas ces choses. Voilà. Donc, depuis ce jour-là, nous avons su que Zongo n'aimait pas discuter sa ligne avec d'autres personnes. Voilà. Et ça a vraiment tiqué tout le monde. Même après sa mort, les gens venaient chercher s'il avait une biographie, on a écrit sur lui, quoi. Rien. C'est regrettable, mais c'est comme ça. D'accord. Alors, docteur Paris, c'est vrai que vous l'avez dit tantôt, vous avez un projet d'écrire une œuvre sur la vie de Norbert Zongo. Est-ce qu'on peut en parler en quelque Oui, si vous voulez. Ben, en fait, c'est la vision, c'est le journalisme selon Norbert Zongo que j'essaie de développer à travers donc, une analyse de sa production dans Sidoya, un peu dans le journal du jeudi, dans la clé et puis dans l'indépendant, bien entendu, pour voir un peu déjà sa carrière. Il a passé le concours de l'ISPE, l'Institut supérieur de formation du Conseil de l'Entente à Lomé, où il avait voulu faire sa formation de journaliste. Il a dû rentrer à cause des problèmes politiques. Il a fait 1 an de prison. Ensuite, il a repassé le concours de l'école de Yaoundé, où il a été se former. Il est rentré en 86. Il n'avait plus l'âge d'être fonctionnaire. On l'a embauché comme contractuel à Sidoya. Il a commencé à travailler. Mais déjà à Sidoya, on le brimait un peu parce que sa plume était très critique. Ce qui fait que les responsables politiques ne supportaient pas ses analyses. Il avait été un peu confiné dans la rubrique internationale et même là, les articles qu'il faisait contre les présidents africains dérangeaient les gens. Donc, et c'est là que quand Boubacar Diallo, le directeur de publication du journal du jeudi, qui était caricaturiste à Sidoya aussi, l'a rencontré, lui a proposé de travailler au journal du jeudi. Ça lui a donné l'occasion d'avoir un espace pour développer son talent de journaliste d'opinion aussi, parce que Norbert était aussi un journaliste d'opinion qui savait écrire, mobiliser l'opinion contre les injustices, etc. Voilà, ça c'est. Et puis après, il a été à la clé avant de créer son journal. Tout ça, c'est un parcours qui mérite d'être mieux connu, et surtout l'analyse de sa vision de journaliste. C'est un peu à ça que je m'intéresse. Quels sont les principes qui le guidaient? Par exemple, on l'a dit tout à l'heure, pour Norbert, les faits sont sacrés. Il fallait d'abord les faits. Même s'il pouvait commenter des faits à travers des analyses, mais il partait d'abord des faits. Et quand il n'y avait pas les faits, il faisait l'investigation nécessaire pour avoir les faits à partir desquels faire ses commentaires. Et pour lui aussi, le journalisme, ce n'était pas la revanche personnelle, ce n'était pas pour régler des affaires personnelles. Voilà, il y a l'histoire de Kilmité, qui à l'époque était le ministre de la Communication. Par exemple, que Norbert a surpris un jour en train, je crois qu'il est tombé dans un caniveau, parce qu'il était un peu à son âme, et peut-être qu'il avait un peu bu. Et il s'attendait à ce que Norbert en parle dans son journal. Il semble qu'il a passé plusieurs jours à attendre les parutions de l'Indépendant pour voir quand est-ce que Norbert allait parler de cette affaire. Finalement, il a fini par demander. Il a dit non, lui n'est pas là pour, voilà, pour des faits de ce genre, pour des revanches personnelles. Et aussi son attachement à la liberté de presse.
que ce soit le code de l'information, la mise en place de la CEP, la Société des éditeurs de presse privée. Norbert a été le premier président. Il a lutté pour que cette structure-là voie le jour. Par exemple, il a défendu la confraternité, parfois dans l'incompréhension. Vous voyez comment il a eu des problèmes avec le directeur de publication du matin, qu'il a défendu. Vous comprendrez qu'il sait se mettre au-dessus des problèmes personnels pour défendre la confraternité et surtout pour défendre les principes journalistiques. Le matin, par exemple, avait bâclé son enquête, ce qui a fait qu'il a prêté le flanc à la justice. Mais Norbert a repris l'enquête, il a réussi à avoir les éléments qui ont prouvé que le sujet, le dossier que ce journal avait traité avait du fond. Ça, c'était sa grande capacité de journaliste professionnel, de journaliste très confraternel. Et ce sont ces valeurs-là aujourd'hui dont on a besoin. De journalistes aussi qui sait rester à sa place, qui sait respecter sa raison sociale, qui est de défendre le bien public, qui est de défendre la liberté d'expression, donc permettre aux citoyens de s'exprimer. À ce niveau-là, je signale par exemple que ce soit la clé, que ce soit l'indépendant, Norbert a accordé une grande place aux lecteurs. Voilà. Il y avait cette partie, ces rubriques réservées aux lecteurs, et puis il demandait aux gens, exprimez-vous, écrivez, etc. Il les incitait vraiment à participer à la vie du journal. Du reste, avec la clé, on a vu la mise en place de la Ligue des lecteurs de la clé, qui a été reproduite après avec l'indépendant, où on a mené les lecteurs qu'ils considéraient un peu comme, j'allais dire, la vigile de la ligne éditoriale. Ils disaient, oui, vous êtes là pour nous éviter de faire des erreurs, etc. Donc, il a une pratique du journalisme qui respecte vraiment les fondamentaux du métier et qui, voilà, un journaliste honnête, un journaliste défenseur du plus faible, contre les injustices, beaucoup d'humilité aussi. À gros traits, voilà un peu ce qu'on pourrait dire du travail de journaliste de Norbert, que moi j'essaie de retracer à travers donc, l'ouvrage que je suis en train de terminer. D'accord. Alors, M. Yamero, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour perpétuer sa mémoire et surtout ses valeurs qu'il a défendues? On a cru comprendre que vous êtes également sur un projet de livre. Est-ce qu'on peut en parler également? Sur le projet, on ne peut pas en parler parce que je ne suis pas prêt. Honnêtement, je ne suis pas prêt, je ne suis pas comme lui. Donc, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler un autre jour. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Tout le monde a regretté que l'indépendance se soit arrêtée après lui. J'ai discuté un peu avec lui. Il avait des projets pour l'indépendant. Il disait qu'il voulait faire une grosse société anonyme où les lecteurs allaient être des actionnaires et lui aussi il allait être actionnaire. Et là, le journal appartient à son lecteur. Il allait faire traduire le journal en moré, en dioula, en fulfondé. Et à l'époque, là, il avait contacté un certain M. Zongo qui était le président des éditeurs de presse en langue nationale. Il y avait un certain M. Zongo qui l'avait contacté et ils avaient ce projet-là pour traduire le journal en langue nationale. Bon, on a discuté, on dit mais pourquoi pas une radio, pourquoi pas une télévision, l'indépendant. En fait, il avait ce genre de projet-là. Bon, c'est vrai qu'après sa mort, l'héritage de Norbert était compliqué. En réalité, c'était un peu compliqué parce que je voyais un peu les choses. Bon, il y avait la famille qui était l'héritier naturel, d'accord, l'héritière naturelle. Il y avait le personnel de l'indépendant qui était prétendant à l'héritage de l'indépendant. Bon, il y avait des hommes politiques qui voulaient récupérer l'indépendant. Bon, il y avait ses amis qui voulaient continuer l'indépendant. Vous voyez, et ce n'était pas facile. La famille a concédé, je pense, a concédé l'indépendant au personnel et puis à ses amis, Naman Germain et puis Newton Ahmed Bari,
c'est Newton, Newton Ahmed Bari, qui a même perdu, il a même démissionné de la télévision à cause de ça. Il a perdu son poste à cause de ça. C'était un grand présentateur de la télévision, mais il était tellement révolté que il a tout abandonné pour venir soutenir l'indépendant. Avec son ami Nama Germain, ils ont soutenu l'indépendant jusqu'à un certain niveau. Et la famille, les amis, les travailleurs, ça devient compliqué à gérer. D'accord. Merci, M. Yamewo. C'est vrai que c'est difficile de parler de l'œuvre et de la vie de Norbert Zongo en si peu de temps. En tout cas, le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Peut-être un dernier mot. On l'a dit, nous sommes aujourd'hui en train de commémorer le 26e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo. Quelle est l'image que vous gardez de l'homme en quelques mots, vraiment en quelques mots? Bon, je peux dire que je garde de lui une image d'un homme parfait, correct, n'aime pas le mal d'autrui, n'aime pas qu'on fait du mal à un petit. Voilà. Donc cette image-là m'a marqué, franchement, c'est un homme parfait pour ce que je veux. Merci, Tempousga Kabore, dit Tempous. Je l'ai dit tantôt, vous avez été un proche collaborateur de Norbert Zongo, caricaturiste dans son journal L'Indépendant. Nous allons également dire merci à Dr Cyriaque Paré, qui a été son stagiaire, il a été stagiaire de Norbert Zongo, également collaborateur dans plusieurs journaux, en tout cas de par le passé. Nous allons également dire merci à M. Yamewo qui a partagé ce plateau avec nous. Vous avez été son élève et également son ami. En tout cas, c'est ici qu'on va s'arrêter. On espère qu'à travers ces précieux témoignages et moments justement de partage précieux, nous avons pu rendre hommage à Norbert Zongo. Et c'est ici qu'on va mettre un point final à ce numéro de votre émission Club de la Presse. On se donne rendez-vous une prochaine fois et merci pour votre fidélité.